Le One Morning. La matinale qui booste votre journée. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur One TV et c'est l'heure de la matinale. Premier rendez-vous pour le compte de ce mois de novembre. Nous sommes le 4. Aujourd'hui, on parlera des enseignants déserteurs avec leur effet sur le système éducatif. On parlera également de Gaïa Club, des éliminatoires pour la CHAN 2025, mais également les élections au niveau de la Ligue régionale de golf. Mais avant de parler de tous ces sujets, on retrouve Baker Sanguita, c'est pour faire le point de ce que les confrères ont rapporté ce matin. Donc, vu par les journaux, c'est la revue des titres et c'est parti. Baker Sanguita, bonjour. Bonjour Abitonou, bonjour à toutes et à tous. Nouvelle semaine et nouveaux défis. Nouveau défi, ça commence déjà par les publications rapportées donc par les journaux. Et au Togo, on se penche beaucoup plus ce matin sur les initiatives de réconciliation, mais également les avancées dans le domaine de l'éducation et de la santé. Et pour commencer, c'est Togo Matin qui met l'accent sur la réconciliation nationale en titrant « Les réparations symboliques se poursuivent pour la guérison ». Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun a lancé mardi une nouvelle série d'indemnisation pour les victimes non vulnérables des troubles sociopolitiques de 1958 à 2005. Dans le même numéro, Togo Matin, on apprend que le Togo se distingue en matière de qualité éducative, classé 5e pays africain par l'organisation Business Inside Africa, selon le rapport Financing Africa de la fondation Mo Ibrahim. Concernant la santé, l'attention est portée sur l'unité d'onto-hématologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, où l'association Femmes Action en visite a apporté son soutien aux jeunes patients atteints du cancer. Alors, pendant que l'on s'améliore du côté de la santé au Togo, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas, c'est l'Arc-en-Ciel qui en parle. Et de ce côté, et parmi près de 3000 structures, 80% opèrent dans la clandestinité des pratiques dangereuses, incluant de faux médecins, et la saisie des poches de sang non réglementées soulève des préoccupations graves quant à la sécurité sanitaire des Ivoiriens. La santé économique au Togo, c'est également l'état de santé des banques et là-dessus. L'État togolais s'engage à recapitaliser l'Union togolaise des banques. Et une institution encore publique qui échappe, contrairement à d'autres banques nationales, à la privatisation. Par ailleurs, le ministère de la Réforme du service public annonce l'ouverture d'un nouveau concours de recrutement dans la fonction publique prévu pour décembre, offrant 800 postes repartis dans 90 spécialités après donc l'annulation du concours initial de janvier 2020. Nouvelle opinion, l'hebdomadaire donc évoque des projets ambitieux comme l'implantation d'un holding régional au Togo, tout en abordant des défis de l'extrémisme violent pour la paix durable. Les professionnels de médias se sont également outillés pour sensibiliser sur cette question. En parallèle, le ministre Yark Dameam prend des mesures pour encadrer la transhumance, assurant la paix entre éleveurs et agriculteurs. On se rend donc du côté du Bénin pour parler politique et économie, où les sujets variés donc ont été abordés par la presse parue ce matin à Cotonou. Et on commence de toute évidence par Ronoubo. La question des conditions de vie fait le gros titre. Wilfried Léandre Oumbedi, donc porte-parole du gouvernement, déclare que sous talon, la pauvreté a reculé. Cette affirmation suscite des réactions partagées. Certains y voient une certaine ironie face à ces réalités sociales persistantes. Parallèlement, pour faire face à la flambée des prix de l'huile d'arachide, de nombreux consommateurs se tournent désormais vers l'huile rouge, perçue comme huile alternative plus abordable. Toujours dans le domaine économique, le FMI salue la gestion de l'économie béninoise, un point soutenu par plusieurs observateurs et souligné dans l'hebdomadaire L'Indépendant, qui évoque également la gouvernance du président Patrice Talon, souvent critiqué malgré sa vision économique transformante
pour le Bénin. En politique étrangère, le matinal met en avant la critique de l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo qui dit la démocratie occidentale a échoué. Selon lui, il est temps pour les pays africains de se recentrer sur les racines culturelles et historiques. Le pays émergent au niveau sport s'interroge sur ce qui bloque le retard dans la publication des listes des arbitres FIFA 2025. Et il écrit, ce retard expose une fois de plus les faiblesses de l'arbitrage béninois, pointant les dysfonctionnements structurels dans le monde du football local. Toujours au Bénin, on va produire du pétrole à partir de 2025. Et évidemment, tout dans le domaine énergétique, c'est Diakpata qui confirme la production du pétrole pour 2025, tandis qu'à l'approche des présidentielles de 2026, le journal s'interroge. Pourquoi le calme plat? Malgré l'échéance qui se rapproche, les grands partis politiques béninois comme les démocrates, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain semblent étrangement silencieux quant à leur stratégie. En Côte d'Ivoire, cette fois, les tensions socio-économiques et les préoccupations politiques animent la presse. Et cette génération nouvelle qui ouvre avec un éditorial marquant sur les bras de fer entre gouvernement et fonctionnaires grévistes réclamant des primes. Les durcissements de sanctions envers ces travailleurs révèlent un malaise grandissant au sein de la société, renforcé par les difficultés liées à l'insertion socio-professionnelle. Le mouvement GPS s'inquiète de l'impact du chômage croissant, appelant à l'instauration d'une allocation pour soulager les Ivoiriens les plus vulnérables. Par ailleurs, l'article met en lumière la condamnation du colonialisme et ses réparations avec une critique ouverte sur la position de la Côte d'Ivoire à l'ONU. Enfin, la question de la liste électorale inquiète des millions de nouveaux électeurs, risquant donc d'être exclus du processus électoral. Et ces milliers d'Ivoiriens ou millions d'Ivoiriens devraient participer donc à cette élection présidentielle de 2025. Et déjà au niveau du PDC-IRDA, il y a bruit, remarque, l'arc-en-ciel. Et c'est Jean-Louis Bilon qui affirme sa détermination à se présenter malgré la résistance au sein de son parti, le PDCI-RDA. En exprimant sa vigilance quant à la transparence de la convention, il met en garde contre les pratiques biaisées qui pourraient entacher la légitimité des candidatures. Merci donc à vous, Baké. Ce sera donc tout pour cette revue. On vous retrouve demain pour poursuivre l'aventure. Place maintenant l'instant du jour. On va découvrir Gaïa Club d'un instant à l'autre, mais on parlera également de la CHAN. Le Togo passe donc au deuxième tour au détriment des Guépards du Bénin. Et puis élection à la Ligue régionale golf. Tout s'est achevé en queue de poisson. Boris Tchota pour le condensé. Éliminatoire CHAN 2024. Après sa victoire 2-0 le vendredi surpassé, l'équipe nationale locale du Togo s'est déplacée ce samedi en Côte d'Ivoire pour y défier le Bénin. Ceci pour le compte de la manche retour du premier tour des éliminatoires CHAN 2024. À l'issue de cette rencontre, les deux équipes se sont séparées sur un score d'un but partout. Le Togo a ouvert la marque à la 4e minute par l'entremise de Klouko Kokou. Et c'est sur ce score d'1-0 en faveur du Togo que la mi-temps intervient. Le Togo a tenu ce score jusqu'à la 89e minute où le Bénin égalise grâce à Ramzi Adam. La partie prend ainsi fin sur le score d'un but partout. Sur l'ensemble des deux confrontations, le Togo l'emporte sur un score de 3-1, ce qui le permet donc de se qualifier pour la suite de la compétition. Les éperviers locaux vont affronter donc au second tour le Niger. Ligue régionale de football Lomé Golf. L'élection pour la présidence de la Ligue régionale de football Lomé Golf a été interrompue, laissant les candidats et délégués sur leur faim. Après la vérification de l'identité des délégués et la présentation des rapports d'activité financiers, les 59 délégués se dirigent vers le moment décisif, les élections. 4 listes des 12 membres chacune étaient en lice et chaque candidat a disposé de 5 minutes pour convaincre le corps électoral. Les têtes de liste Amenti Valentin, Nouvelle Dimension, Amouzou Tete, Ensemble Servons le Football, Florent Katakar, Émergence Football et Carlos Pochona, Nouveau Départ, ont défendu tour à tour leur vision du futur de la Ligue. Avec seulement 8 voix sur 59, Florent Kataka est éliminé.
Le deuxième tour a donc opposé Valentin Ameti 22 voix, Amouzou Tete 18 voix et Carlos Pochona 11 voix. À l'issue du dépouillement, Ameti Valentin a conservé la tête mais avec une partition réduite à 21 voix, suivi de près par Amouzou Tete 19 voix et Carlos Pochona. Cette configuration non anticipée par les règlements a forcé l'arrêt du processus pour permettre des consultations entre les acteurs concernés. Au final, il a été décidé de suspendre les travaux en attendant de nouvelles directives. À travers les tests, nous avons suivi ces tests jusqu'à ce niveau où, au niveau des élections, il y a eu une situation qui n'a pas été aussi prévue au niveau des tests. Et pour mieux cerner le problème, nous avons souhaité inviter les 3 candidats de liste qui étaient encore en course à une concertation. Et nous avons également rendu compte pour avoir quand même le point de vue conformément à des statuts et règlements. Donc le processus a été suspendu, ce n'est pas arrêté et les jours à venir, nous allons reprendre ce processus. Voilà pourquoi vous avez constaté que actuellement les délégués sont en train de repartir. Ce n'est qu'une suspension et non un arrêt définitif. Les candidats et les délégués quittent les lieux avec un sentiment inachevé, conscients qu'une suite pourrait bien se dessiner avec des surprises à la clé. Au stade d'Agaza à Lomé ce dimanche, l'ambiance était électrique. Ici, c'est le football version gaillard. Entre rire et ferveur, Liberty FC et la Fiesta FC se retrouvent pour un match amical qui va bien au-delà du score. Dès le coup d'envoi, la Fiesta FC se montre agressive et entreprenante. Dominant le milieu de terrain, ils multiplient les passes précises et incursions dans le camp adverse. Leur détermination est récompensée avec l'ouverture du score suite à une frappe puissante qui ne laisse aucune chance aux gardiens de Liberty FC. Un avantage qui reste jusqu'à la fin de la mi-temps. Au retour des vestiaires, Liberty FC prend les commandes du jeu, poussant la Fiesta FC dans les retranchements. Les joueurs de Liberty affichent une très belle maîtrise, enchaînant les offensives et les combinaisons rapides pour s'approcher du but adverse. Leur persévérance finit par payer, remettant les compteurs à 0. Les deux équipes se battent pour prendre l'avantage, mais la rencontre se termine sur ce score d'un but partout. Au-delà du match, cet événement a été l'occasion pour les joueurs de partager un moment de fraternité. Bon, en fait, on garde toujours l'esprit de fair play. Donc le match s'est soldé par un score nul de 1 but partout. Le dimanche, c'est un jour de plaisir pour nous tous. Donc l'essentiel, c'est pas qui a gagné, qui a perdu, mais c'est la fraternité qui gagne, c'est le fair play. Du coup, nous, notre équipe, comme vous l'avez demandé, en deuxième mi-temps, il y a eu quelques changements. Les remplaçants n'ont pas répondu comme ceux qui ont démarré. C'est ce qui a fait basculer le jeu. Sinon, on aurait pu largement l'emporter. En fin de compte, bien qu'un simple résultat, ce match aura renforcé les liens d'amitié entre Liberty FC et la Fiesta FC. Ici, le football reste un prétexte à la rencontre et le score importe moins que les moments de partage et de convivialité qui font vibrer les cœurs bien au-delà des terrains. Voilà, ces compétitions de proximité feront régulièrement l'objet de couverture de la part de One TV afin de faire vibrer donc la population tout au-delà donc des stress. Il n'y a que nous avons le sport pour bien vivre et espérer. Mesdames, Messieurs, place maintenant à la discussion. Alors, entre 2020 et 2024, on le disait déjà il y a une semaine, le ministère des enseignements primaires et secondaires au Togo a identifié au moins 1200 enseignants fictifs. Près de 3000 enseignants fictifs coûtent 5 milliards de francs CFA au trésor public. Là, nous sommes au Niger. La pratique n'est pas spécifique donc à ces deux pays. Qu'est-ce qui peut justifier ce fait? Qui doit sanctionner et pourquoi ne le fait-il pas? Autant de préoccupations que nous allons discuter avec le syndicaliste et coordonnateur de FESET que nous avons donc sur ce plateau. Monsieur Kalitom Kofi, bonjour. Bonjour à monsieur
Mettons-nous. Mettons-nous. Voilà, ça fait un moment qu'on ne vous a plus retrouvé donc, dans ce studio, puisque... Juste une semaine. Juste une semaine, c'est beaucoup déjà pour les téléspectateurs habitués donc à vous voir tous les lundis pour parler question éducation. Nous y voilà. Alors, cette déclaration à la veille de la rentrée, vous l'avez certainement perçue, mais aujourd'hui, ça ravive les cœurs et alimente beaucoup les discussions des enseignants fictifs dénombrés 1200 au niveau du système éducatif. Ça vous surprend? Avant que nous puissions parler de surprise, il faudrait que nous puissions essayer de comprendre ce que ça veut dire fictif, ce que l'on désigne par enseignant fictif. Et là, nous verrons s'il y a surprise ou pas. Et quand nous prenons les termes un à un, fictif, ça veut dire que quelque chose qui est imaginaire, qui est faux, qui est factice. Puis, quand on dit un enseignant fictif, ça suppose que cet enseignant existe de nom, pas de corps, ou bien c'est un enseignant régulièrement recruté, mais qui ne se retrouve pas au poste où il devrait être, qui est sa classe ou son établissement, ou bien c'est un enseignant qui à un moment donné a abandonné, mais pas dans les règles d'art, où l'autorité devrait savoir qu'il n'est plus, ou bien c'est un enseignant qui, régulièrement recruté, a quitté ce monde et n'est pas signalé. Son nom continue par émarger sur le budget de l'État qui paye. Ou c'est un enseignant qui, à un moment donné, se retrouve sur un autre poste, autre que là où on devrait le trouver. Ou régulièrement également, ça peut être un enseignant qui se trouve sur son poste, mais qui se fait substituer par d'autres personnes comme un enseignant volontaire, un enseignant auxiliaire, et lui-même, il ne remplit plus la tâche qui lui est dévolue en tant qu'enseignant. Pourtant, il perçoit l'argent de l'enseignant. Et il faut également voir des noms qui apparaissent en double sur les listes. Donc la personne figure en double sur une liste. Et il faut également signaler des cas qui ne sont pas tellement courants. Quelqu'un qui était sur le terrain, qui trouve un moyen et va en Europe, mais son nom continue pas à figurer sur la liste. Et un salaire est toujours envoyé à ce nom. Voilà l'ensemble de tout ça qui va former ce qu'on appelle des enseignants fictifs qui peuvent être dénoncés ou bien qui ont été dénoncés par le ministre dans l'optique de pouvoir assainir le système et de le rendre plus performant et arrêter un certain nombre de dysfonctionnements. Donc quand nous voyons tout cela, ça ne surprend pas parce que nous sommes dans les faits de l'homme et il y a tous ces éléments qui peuvent être observés, de gré ou de force. Vous voyez, donc ce n'est pas surprenant qu'on puisse arriver à ce niveau avec près de 40 000 enseignants que nous sommes dans le système, 1200 comparé à d'autres chiffres que moi j'ai perçus dans certains autres pays. Je pense que le moindre mal est accordé au Togo, mais ce n'est pas une raison pour que ce mal existe. Alors, pas de devoir moral parce qu'il n'était pas tenu de le faire, le ministre Kokuroko, mais il a dit quand même, histoire de pouvoir, comme vous l'avez conclu tout à l'heure, assainir d'abord ce milieu et permettre au système de mieux se porter. Mais quelles sont autant de situations dans lesquelles on peut retrouver donc ces enseignants fictifs ou déserteurs? Mais qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer, même si on accorde le moindre mal au Togo, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon, je pense d'abord qu'il faut mettre à l'actif la méconnaissance de l'éthique et de la déontologie du métier de l'enseignement d'abord. Parce que quand vous savez lire dans les statuts qui régissent votre corps, vous devez savoir dire ce que vous faites et où rester quand et que faire à quel moment. Donc je pense que c'est les éléments qui d'abord sous-tendent. Vous voyez, il s'est fait que certains, par exemple, sont tombés malades. Or, il y a tout un dispositif qui est
bien mises en place par la législation pour permettre à celui-là qui ne se porte pas bien de pouvoir jouir d'un congé de maladie pour se traiter, parce que sans traitement, il ne peut pas être efficace sur son lieu de travail. Et il y a des repos réglementaires qui sont accordés, et il y a tout un processus pour que ce repos qui lui est accordé soit remonté à l'hiérarchie qui l'a placé à son poste pour qu'il soit au courant de cela. Mais si de but en blanc, l'employeur vient sur les lieux de travail et ne vous voit pas, mais n'a aucune information sur vous, sur votre absence, qu'elle soit régulière ou pas, on conclut à votre absence au poste. Et là, c'est comme si on était en face d'un fonctionnaire imaginaire qui n'existe pas. Mais, donc, je peux dire que c'est là que le mal commence. La deuxième chose que je peux dénoncer, c'est peut-être, toujours dans l'éthique et la déontologie, le chef de l'établissement qui est responsable de l'enseignant qui n'est pas là, a aussi le devoir et l'obligation de rendre compte de la position de l'enseignant qui est sous lui, acquis de droit et dans les normes. Et d'ailleurs, il est son encadreur de proximité. C'est à lui de lui dire ce qu'il faut faire pour être en conformité avec les textes. S'il ne le fait pas, c'est qu'il induit aussi ce dernier en erreur. Et malheureusement, si je prends seulement le cas de ce monsieur qui, à un moment donné, ne se trouve pas sur les lieux au moment où l'employeur vient le chercher et ne le trouve pas, aucune justification ne peut prouver son existence. Puisque ceux qui devaient expliquer cette existence, c'est ça qui n'existe pas, c'est ça qui n'a pas été fait. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, nous allons dire que c'est la méconnaissance des textes qui régissent le travail, et des gens se disent, je suis recruté, je suis à mon poste, et c'est fini, mais ils ne vont pas plus loin. Alors on a parlé du syndicalisme sur ce plateau, vous avez parlé de la culture du syndicalisme qui aujourd'hui a déserté pratiquement le forum, donc il faut réhabiliter cette éducation au syndicalisme. Alors la plupart de ces enseignants, qu'ils soient A ou B, sont quand même affiliés à un des syndicats du système. Quel est votre travail dans ce sens-là? Parce que aussi, vous êtes appelé à apporter des explications ou des informations, remonter si possible des informations à la hiérarchie pour montrer quand même que tel syndiqué n'est pas opérationnel. Oui, sauf que dans ce que vous dites, nous n'avons pas l'autorité à aller monter l'information en tant que syndicaliste jusqu'à l'employeur. Ce n'est pas notre travail. C'est celui-là qui gère l'employé, mis à sa disposition, qui est habilité. Alors, tout ce que nous pouvons faire, c'est l'éducation ouvrière, comme je vous avais dit l'autre fois. Oui, mais est-ce que c'est exclu? Parce que la plupart, si on estime que vous devez aller au vote, ce sont quand même des voix que vous perdez lorsque le camarade syndicaliste, en tout cas syndiqué, n'est pas sur place. Alors, que faites-vous en ce moment? Non, c'est ce que j'ai dit, que vous avez pleinement raison, sauf que nous, on ne peut pas aller dire ça à l'autorité ou bien dire à l'autorité que tel élément à tel poste, à tel moment, n'est pas là. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons, à travers l'éducation ouvrière, aider l'enseignant, aider notre camarade, puisque nous défendons l'intérêt du groupe, à pouvoir maîtriser tout le mécanisme qui lui permet d'être régulièrement en absence à son poste pour que cela n'advienne pas. Et vous l'avez si bien dit, qu'en principe, chaque enseignant est supposé appartenir à une corporation ou à un syndicat ou à une fédération. Mais je vous avais dit l'autre fois que pour des raisons jusque-là inavouées, les enseignants ne prêtent plus confiance au syndicalisme et ne se retrouvent pas souvent dans les fédérations pour se faire former. Et parce qu'il y a eu beaucoup de soubresauts, et ça a éclairé par après, et de facto, ils ignorent un certain nombre de mécanismes qui régissent la sécurité de leur travail, parce que
celui qui les a recrutés, lui, il a déjà conçu ces textes qui sont là. Il appartient à toi de pouvoir les maîtriser et de te conformer à cela. Dès qu'il y a écart de comportement, vous êtes frappé par rapport au contenu du texte, des fois que vous ignorez. Voilà comment la chose se fait. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est d'ailleurs une chance que nous avons, que vous nous recevez sur cette antenne, pour que nous puissions commencer par lancer une alerte à tous les camarades enseignants pour dire que, en réalité, le syndicalisme est l'élément qui est au-delà du recrutement, au-delà de votre état de fonctionnaire, qui vous remet en forme, qui vous apporte des informations, qui est là pour vous protéger au cas où il y a l'arbitraire qui vient, par exemple, vous secouer à votre lieu de poste. Et c'est le syndicalisme également qui vous apprend tout ce qu'il faut faire et vous discute avec vous des contenus des textes administratifs qui régissent votre emploi. Monsieur Kanetoum, vous estimez que, au vu au regard des chiffres que vous avez sur d'autres pays, le moindre mal, on peut l'accorder au Togo. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer ce phénomène beaucoup plus dans le système éducatif, les enseignants déserteurs, et comment on peut lutter contre cette pratique? Bon, enseignants déserteurs, je pense que ça n'est pas tellement le cas. Et s'il doit y avoir des enseignants déserteurs, d'abord, c'est des enseignants qui sont plus dans les matières scientifiques prisées ailleurs qu'ici. Et si les cas se présentent, la plupart des informations liées à cette désertion s'expliquent par l'attrait au bon paiement, au bon traitement à l'extérieur. Donc, des gens se disent qu'ici, ils ne sont pas bien traités et qu'ailleurs, ils seront traités. Vous savez, il y a eu un moment où beaucoup d'enseignants avaient quitté le Togo pour le Cameroun, beaucoup pour la Côte d'Ivoire, parce qu'à un moment donné, les traitements là-bas semblaient être plus attrayants et ils sont partis. Et également, il y a des sociétés de la place aujourd'hui qui ont plus besoin de ceux qui sont performants en mathématiques, en sciences physiques, etc. Donc, ces éléments également partent. Et s'ils partent, c'est pour aller chercher le meilleur. Voilà pourquoi le syndicalisme ou le syndicat que nous prenons aujourd'hui, nous sommes en train de tout faire pour pouvoir discuter avec l'État dans les mesures idoines pour qu'on puisse voir comment maintenir l'enseignant qui est recruté sur son terrain. Et je pense que beaucoup de choses ont été déjà faites dans ce sens. Vous voyez un enseignant qui est recruté aujourd'hui, il lui suffit seulement de prendre fonction et d'avoir sa prise de service. Il a toutes les garanties pour pouvoir approcher les banques et trouver un prêt première embauche pour s'installer et commencer son travail. Ensuite, nous avons négocié et il y a un certain nombre de primes, si même les situations aujourd'hui rendent caduques ces primes qui se sont ajoutées au salaire. Et l'enseignant d'aujourd'hui, comparé à l'enseignant d'hier, c'est beaucoup d'avancées. Nous ne disons pas que c'est suffisant, parce qu'il y a d'autres contraintes qui viennent, par exemple, s'imposer. Aujourd'hui, l'enseignant est obligé de se référer à l'outil des choses, l'Internet, pour pouvoir compléter ce que les documents physiques ne lui apportent pas, et pour même animer ses cours parce qu'il a des éléments virtuels qu'il peut passer. Donc tout ça là se paye à travers une connexion, et cette connexion est payable. Vous connaissez, vous êtes au Togo, vous connaissez qu'il faut payer au moins 15 000 francs pour pouvoir avoir un Wi-Fi à un débit acceptable chez soi. Ce n'est pas la haute performance, mais c'est ça. Et quand vous l'avez, supposez qu'au cours de 12 mois de l'année, que quand l'année, vous avez 10 mois en classe, à l'école, ça veut dire que si vous devez utiliser le Wi-Fi
pendant les 10 mois, vous êtes déjà à 150 000, alors que la prime de bibliothèque est à 75 000. Ça veut dire que quelque part, il faut réfléchir à revoir un peu cet élément si nous voulons que cette bibliothèque soit fournie et complétée par la bibliothèque virtuelle. Donc, il y a tous ces éléments qui sont en négociation et j'avais assuré l'autre fois qu'il y a ce dialogue social qui se poursuit entre le ministère et le syndicat, ce qui suppose que tous les problèmes, tous les boulots d'étranglement sont posés sur la table et discutés. Et nous en viendrons peut-être pour dire quelle doit être l'attitude de l'enseignant sur le terrain pour permettre à l'État de pouvoir mobiliser. D'ailleurs, il faut qu'on en parle tout de suite. Nous parlons justement des enseignants déserteurs, des enseignants fictifs qui sont sur le terrain. Ça occasionne déjà, vous avez dit 3 milliards pour le Mali. Le Niger, 5 milliards. 5 milliards pour le Niger. J'ai trouvé d'autres chiffres plus faramineux que ça dans d'autres pays. Donc, même le Rwanda, j'en ai trouvé également des chiffres. Donc, ça suppose que c'est des fuites de capitaux qui, en réalité, devraient être redistribués encore au niveau du système pour aménager un certain nombre de choses et faciliter les conditions de vie et de travail de l'enseignant. Si les charges financières que représentent les 1200 enseignants étaient conservées, parce que le budget de l'éducation est un budget unique qui ne s'alimente pas d'autres apports, si ce n'est les contributions des bailleurs d'ailleurs qui sont comptabilisées dans ce que nous appelons le budget de l'éducation. Donc ça suppose que c'est sur le budget là que l'argent là est en train de partir, et si l'argent là était conservé, ça pourrait permettre, après une étude approfondie de la gestion de ce budget, de pouvoir parler en termes d'augmentation des primes, d'amélioration des conditions de vie et de travail de l'enseignant. Donc vous estimez que non seulement si on arrive à déceler le système de ces enseignants fictifs, donc assaini véritablement, non seulement on aura un système éducatif sain mais transparent avec plus de gains pour ceux qui sont véritablement actifs. Les preuves sont déjà là parce que vous voyez, je dis toujours que quand on parle de gains pour l'enseignant, ce n'est pas forcément ce qu'il prend dans la main au niveau de la banque pour mettre dans sa poche, mais c'est la condition de vie sur son lieu de travail. Vous savez, on est plus gai quand on se lève, on sait que là où je vais pour travailler, c'est un cadre luxueux où quand j'y suis, je m'y plais, comparé à ces écoles sous les arbres ou sous les appartements que vous avez souvent rencontrés quand vous voyagez à l'intérieur du pays. C'est un cadre où quand par exemple j'arrive, je sais que je vais faire 8 heures de temps dans ce cadre, mais de temps à autre, je peux au moins trouver de l'eau chaude pour pouvoir me mettre un peu à l'aise. Il y a une pause café ou bien du café dont je peux me servir pour pouvoir me revigorer, ou même de l'eau plate. Des fois ça manque pour pouvoir... Donc, entre-temps, si les écoles sont bien clôturées, les salles de classe sont bien spacieuses et puis badigeonnées avec une présentation attrayante, et ces conditions connexes que je viens de dire sont dans l'école. Vous voyez, vous-même, quand vous vous levez de la maison pour venir dans cet établissement, vous sentez le désir d'y arriver, et quand vraiment quelque chose voudra vous retirer de ce cadre-là, ça vous déplaira. Et par exemple, dans ce cadre-là, il y a l'installation de Wi-Fi, où vous pouvez venir avec votre ordinateur et puis procéder à la recherche. Vous aimerez même y être pendant que vous n'avez pas cours, parce que vous avez des recherches à faire. Donc, pour pouvoir arriver à cela, il faut que l'État ait disposé de l'argent. Et cet argent ne peut pas être créé à l'extérieur, c'est plutôt l'assainissement de ce système en élaguant tout ce qui est en train de tirer vers la porte de sortie des moyens de financement, que le ministère pourra mobiliser de l'argent pour faire cela. Et d'ailleurs, c'est le lieu de pouvoir jeter des fleurs au ministre Kokoroko, qui sait vraiment manager le système, qu'il a pu
boucher certains trous de fuite des capitaux et le réinvestir maintenant dans les établissements. Comme vous voyez, il y a précédemment des établissements qui n'étaient pas clôturés, qui sont en train d'être clôturés. Il y a des outils informatiques qui sont envoyés dans les établissements. Il y a plein de choses qui sont en train de se faire parce que, effectivement, en assainissant le système, il arrive à dégager un surplus, hein, parce que en réalité, le budget alloué à l'éducation, quand nous regardons, c'est largement un budget de fonctionnement qui sert à payer la plupart du temps les salaires, et le budget d'investissement est tellement moindre par rapport aux exigences sur le terrain, et ça fait que des bâtiments sont tombés dans des études, comme vous le remarquez à chaque fois, maintenant que vivement que les choses ont commencé par se faire. Et ça s'explique d'ailleurs par cet effort de pouvoir aller détecter ces enseignants qui ne sont pas là et dont les salaires sont régulièrement versés. Alors, on va faire une petite ouverture vers la gestion donc, de nos finances. Lorsqu'on sait que, vous l'avez dit, des gens sont peut-être décédés, mais on continue d'envoyer leur salaire. D'autres sont partis, on continue d'émarger en leur nom, on fait les virements. Est-ce que vous avez comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui est caché quelque part, peut-être tapis dans l'ombre, donc preuve de corruption également qui justifie cet état de choses? Ah ben, vous avez remarqué ces derniers temps que l'ambition de tout un chacun, c'est de pouvoir s'enrichir en fournissant peu d'efforts, contrairement à l'employeur qui veut que vous fournissez peu d'efforts et que lui, il peut peu. Donc, des gens créent tous les systèmes possibles pour pouvoir tirer les finances vers eux, à tel point que, même si au niveau de l'école, où nous n'avons pas à gérer les finances, les signalements sont montés. Quelque part, quelqu'un, ou bien il doit se trouver des gens qui profitent de cette situation. Je ne me rappelle plus dans quel pays où on avait remarqué un monsieur qui prenait le salaire de près de 500 et quelques personnes. C'est au Cameroun. Au Cameroun, par mois. Lui, il est là et il est content parce que les gens ne sont pas là. Et il émarge en leur nom et il vire l'argent dans son compte et ça lui fait gagner beaucoup jusqu'à ce que... Donc, de ces éléments existent toujours dans la société. Voilà pourquoi il faut accroître le suivi un peu à tout moment pour être sûr que de ces éléments-là ne puissent pas endiguer le budget pour que nous créions des problèmes. Vous savez, ce qui est sûr, c'est que d'ailleurs, le statut particulier des enseignants l'a bien prévu, ne devient pas chef d'établissement qui peut ou qui veut. Il faudrait que ça a été bien spécifié qu'il faudrait identifier à un moment donné un certain nombre de personnes de par leur probité et compléter ce qu'ils ont comme formation académique, formation pédagogique, par une formation administrative pour leur permettre de mieux jouer ce rôle. En cas de décès, quelles sont les dispositions à prendre pour que l'autorité au niveau des finances soit informée que cette personne n'existe plus, pour que son salaire soit suspendu et rentre dans l'utilité future. Justement, puisque vous l'évoquiez, parce que c'est la question que je m'avais posée, la probité, la morale, les bonnes manières qui doivent être enseignées déjà à la base, c'est cette base-là qui est à la limite corrompue. Est-ce que ça ne pose pas déjà problème pour l'avenir du pays? Bon, heureusement que ces éléments ne sont pas plus nombreux que ceux qui ont la probité. D'ailleurs, c'est pourquoi l'État avance. Sinon, ça devrait être un choc. Mais en réalité, l'école est porteuse des vertus que nous voulons voir à travers la communauté. Si l'école elle-même a de ces problèmes, et donc ça crée une autre difficulté. Et également, si ceux-là à qui on a donné le pouvoir de gérer la communauté, qui sont à des postes clés, se résument à ces pratiques, ça veut dire qu'il y a péril en la demeure. Et donc, il va falloir maintenant mettre des systèmes pour contrôler ceux-là qu'on met là-bas, parce que tous les moyens sont bons pour peu que l'on paraisse là où on veut être. Et vous savez, il y a les enquêtes de moralité qui ont toujours précédé le recrutement et les nominations à certains postes sensibles. Mais parce que la personne veut
le poste, ça se voit souvent, hein, quand vous allez, le jour où vous allez pour passer votre permis, vous répondez à toutes les questions. Le jour où vous avez le permis, vous passez toutes ces règles derrière, les règles de conduite là derrière, le code de conduite derrière, et vous affichez votre comportement que vous voulez dans la rue. Et c'est ça qui amène souvent les accidents. Donc, l'enquête de moralité, dès qu'il est ouvert, la personne, parce qu'elle est en train de chercher ce poste, elle se comporte comme un agneau. Et lorsqu'on le met à ce poste-là, il devient maintenant un tigre et bondit sur tout ce qui passe autour de lui. Et c'est là où vraiment il faudrait peut-être rappeler quelque chose qui a été déjà lancé, hein, un contrôle jusqu'au niveau des biens avant les nominations au poste, parce que ça peut être un indicateur pour voir s'il n'y a pas enrichissement illicite, hein, et interpellation ou suivi pour qu'on puisse étouffer les poches de la corruption. Voilà. Aujourd'hui, avec l'état des choses et au vu de vos expériences sur le terrain, il faut vivre avec la corruption ou véritablement continuer la lutte? La corruption est la chose la plus malsaine qu'il puisse exister dans une société. Parce que avec cette corruption, vous voyez tout ce qui devrait être pour le collectif devient personnel et prive les autres, la grande majorité de la communauté, de tout ce dont elle avait droit. Donc, d'ailleurs, nous avons à Plucia, qui est là pour aller combattre la corruption, hein, vivement que cette institution puisse véritablement mener son travail à bon point pour que les pots de corruption là soient freinés. Parce que ça crée beaucoup de difficultés et il n'est pas souhaitable que nous puissions parler, si même on devrait aller jusqu'à dire corruption zéro, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, vous-même vous êtes là, vous en savez beaucoup, hein, par le touchement de la corruption. D'ailleurs, ceux qui se lancent dans ces pratiques-là, hein, sont peut-être arrivés à leur poste par corruption. Voilà pourquoi ils n'ont pas la maîtrise de la déontologie, de l'éthique qu'il faut pratiquer à ce service. Quand vous voyez quelqu'un qui mérite son poste, quand il est à ce poste, quand vous arrivez, vous constatez que le poste vibre, hein, d'une manière normale, mais quand des gens, hein, parviennent, on les appelle les parvenus, à des postes, vous voyez leur comportement. D'abord, ils commencent par étouffer tous ceux qui sont, je dirais, talentueux, tous ceux qui sont performants, et ils mettent juste des médiocres qu'ils peuvent assujettir, et ils posent maintenant leur stratégie et créent des soucis à la société, et ça crée des problèmes. Aujourd'hui, quel apport serait, selon vous, serait la bonne pour limiter les effets de cette corruption? Parce qu'on sait que, comme vous le dites, nous sommes toujours en Afrique, les recrutements s'opèrent de façon que nous voyons là, on le sait très bien, même si c'est un appel à des compétences, on sait quand même qu'il y en a qui n'ont pas la compétence, mais qui finalement se retrouvent donc à ce niveau-là de recrutement. Alors, comment on peut faire pour limiter, étant soit peu, les effets de cette pratique qui gangrène notre société? Bon, là, ça va peut-être être un peu compliqué de par notre culture sociale. Hein. Ça va être un peu compliqué, mais il faudrait beaucoup d'efforts pour y arriver. Vous voyez, par exemple, quand nous parlons de dénonciation, il est difficile des fois de dénoncer certaines personnes arrêtées en flagrant délit pour un certain nombre d'infractions commises parce que il y a un lien de parenté qui vous lie, hein, ça crée problème. Je me rappelle quand je lis un peu Antigone, où la fille était partie pour enterrer son frère, alors qu'en réalité, le frère là était jeté au sépulcre parce qu'il avait amené des gens externes pour venir combattre avec son frère, et tous deux sont morts. Quand Antigone tentait d'enterrer son frère, et les gardes du roi qui avaient dit que personne ne devrait enterrer ce monsieur sous peine d'être décapité, ils ont pris Antigone, ils l'ont emmené à Aimon, le roi. La première question qu'il leur a posée, vous qui vous l'avez amené,
est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un? Quand ils ont dit non, il avait pas rentré chez sa fille, dit bon, va juste rapidement dans ton lit, fais la malade, comme ça nous allons exterminer ceux qui vous ont amené pour que le problème là soit gardé en douce. Donc ça veut dire que le monde est comme ça avec cette socialisation africaine où nous n'avons pas capacité de pouvoir dénoncer et nous avons toujours cette tendance de pouvoir faire promouvoir sur base de fraternité, de copinage, des éléments à des postes où en réalité il ne devrait pas y être et ça crée problème. Bon, si tout le monde y était par mérite, je pense qu'il y a un certain nombre de choses que nous n'allons pas beaucoup déplorer, mais on fait avec. Moi, je dis plutôt que quand on vous amène à un poste, quel que soit le mobile que vous ayez emporté là-bas, vous faites de sorte que vous puissiez être la personne souhaitée à ce poste, en vous élevant à la hauteur de ce poste et en respectant toute l'éthique de ce poste, pour qu'on ne puisse applaudir celui qui vous a donné ce coup de main invisible. J'ai souvent raconté quand nous sommes au syndicat aux gens que, à supposer avec ma taille et mon front, si on me laissait un treillis avec grâce générale, j'arrivais ici, vous serez charmé de me voir très beau dans cette tenue, mais en réalité, est-ce que la tête est générale? Donc, si quelqu'un me faisait cette aubaine, donc il m'envoie encore à un autre travail parce que il faut que dans l'espace d'un temps réduit, je puisse élever ma tête jusqu'au grade général et pour pouvoir être bien dans la tête et dans la tenue. Voilà. Donc, si les gens ne le font pas, c'est que c'est eux qui créent plus de problèmes. Alors aujourd'hui, le ministre Okoloko a mis les petits plats, en tout cas a mis les pieds dans les plats donc, de cette gangrène. On sait très bien que l'administration dans son ensemble, lorsqu'on va commencer à faire le tour des administrations, des ministères, ce qu'il a dénoncé au niveau de l'éducation aujourd'hui peut se retrouver également dans les autres corps. Justement, le ministre du Travail avait déjà souhaité faire cet audit de l'administration. C'est resté un vœu qui n'est pas encore matérialisé. Est-ce que vous pensez qu'à terme, si on faisait ce tour dans chaque administration, dans chaque ministère, on finira véritablement par faire gagner beaucoup de milliards au Togo en termes d'économie? Là, je pense que c'est vrai. J'adhère à cette conclusion à laquelle vous êtes arrivé pour dire que, effectivement, vous voyez, le système éducatif que je connais un peu bien est bien structuré pour que de ces choses n'existent pas. Parce que nous savons, au Togo aujourd'hui, on peut, avec plus de précision, dire combien d'écoles il y a et même connaître leur localisation avec tout l'effort qui a été fait dans la carte scolaire. Et on doit savoir également combien de salles de classe il y a et on doit savoir quand il y a tel nombre de salles de classe, tel nombre de demandes, combien d'enseignants il doit avoir sur le terrain. Et le système est tellement hiérarchisé qu'à chaque niveau, du plus bas vers le sommet, on doit avoir des informations concordantes et cohérentes qui arrivent et qui empêchent que de tels événements se passent. Si à un niveau, il y a problème, c'est que quelque part se trouve là-bas quelqu'un qui, de façon, je ne sais pas, inavouée, n'invente pas une information donnée. Et je pense que c'est ce qui se fait et oblige aujourd'hui à aller faire des enquêtes sur le terrain. Et vous savez, pour faire ces enquêtes également, il faut mobiliser assez de ressources, des ressources humaines, des ressources matérielles et des ressources humaines et financières. Et quand vous regardez ces ressources également qui sont mobilisées pour ces travaux, en principe, ces ressources injectées dans le système devraient permettre à aménager, à améliorer un certain nombre. Donc, pour nous, syndicats, c'est important que nous puissions nous éduquer, s'il y avait cette éducation ouvrière qui passe, à pouvoir aider à contenir ce fléau pour qu'il n'y ait plus de moyens, de ressources éjectées dans rien que le contrôle
de la régularité de ceux qui travaillent et plutôt que ce financement puisse entrer dans le système et nous servir à relever à diminuer nos pénibilités en matière de travail et de bienséance dans le travail. Et je pense que cela également est important au niveau des autres corps de métier, parce que l'éducation, lui, on la taxe souvent de budgétivore, et c'est les autres sociétés qui produisent de l'argent. Si déjà à notre niveau, il y a cet élément, ceux qui sont en contact de l'argent, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il y a problème, vivement que le ministre de la fonction publique puisse rapidement intenter ce contrôle, et peut-être que ça va permettre également d'amoindrir les bouches que vous et moi nous nourrissons, parce qu'il aurait lancé un concours pour recruter un frère ou une sœur qui serait performant en participant à ce concours. Et là, il viendra nous soulager du support que nous sommes en train de lui donner pendant qu'il est à la maison en qualité de chômeur. Merci donc à vous pour cet appel que vous lancez à l'endroit du ministre du Travail. Mais l'autre sujet qui n'est pas quand même, en tout cas c'est d'actualité, mais qui n'est pas dans le thème d'aujourd'hui, ça touche l'école. On l'a évoqué ici, l'école quand même doit être un lieu de sécurité pour les apprenants. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, c'est un sujet qui défraie la chronique des enseignants qui harcèlent les jeunes filles, alors que pendant longtemps, la société ne les avait pas autorisées à aller à l'école. Maintenant qu'on leur donne la chance, c'est les enseignants qui deviennent leurs bourreaux. Oui, il y a cet élément qui aujourd'hui est en train de déferler la chronique. C'est bien sûr que oui, nous sommes dans une société. Donc cette société est composée de tout. Il y a des gens qui savent ce qu'ils font. Il y a des gens qui veulent savoir ce qu'ils doivent faire. Et il y a des gens qui font ce qu'ils ils entendent faire. Et il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Donc quand tout ça se retrouve, n'hésitez pas de pouvoir retrouver de ces éléments. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui est là pour canaliser tout ça. Il y a les lois qui sont là, il y a les législateurs qui sont là pour canaliser tout ça. Et aujourd'hui, chacun devrait se prendre en compte que autant vous vous illustrez mauvais enseignant, là, vous vous attendez à une pénalité. C'est ce manque de dénonciation de pénalité qui avait encouragé des gens à continuer dans ces pratiques. Aujourd'hui, que même il y a un numéro vert qui permet aujourd'hui aux filles de pouvoir aller dénoncer. Est-ce que vous pensez que c'est la solution? Oui, parce que quand la personne se sent inquiétée par sa pratique, d'ailleurs, quand on a parlé de 1200 enseignants fictifs, les enseignants qui sont sur le terrain aujourd'hui vont commencer par se poser la question, suis-je fictif ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être fictif? Et c'est ainsi également, quand les lois sont sorties, les enseignants seront obligés de se dire, qu'est-ce que je dois faire pour me prévenir de la rigueur de la loi? Donc je pense que ça va diminuer. Et d'ailleurs, vous êtes au courant de la loi qui protège les filles contre le harcèlement sexuel qui est votée aujourd'hui. Et nul n'étant censé ignorer la loi, je pense que beaucoup de personnes savent déjà que cette loi existe. Et ça doit même attirer l'attention, éveiller l'attention des enseignants, parce que des fois, c'est des provocations même de ceux-là que nous tentons de protéger. Les élèves. Il y a des tentations, hein, mais il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas, que nous devons peut-être dévoiler sur ce plateau à un moment donné. Il y a des filles qui attirent les enseignants dans leur maille pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de conforts, de largesse. Hein. Et vous voyez, il a été même signalé entre-temps dans certaines salles d'examen, des filles qui prennent le luxe d'écrire sur leurs cuisses et qui soulèvent la jupe pour influencer l'enseignant. Devant les enseignants qui savent pourquoi ils sont là et ce qu'ils font, on les fait sortir simplement. Mais ceux qui ont cette faiblesse humaine de pouvoir succomber à toutes les tentations, d'ailleurs nous prions chaque jour et demandons à ce que Dieu ne nous soumette pas aux tentations, parce qu'elles elles environnent. Donc quand ils tombent dedans, ça va avec leur boulot.
Hein. Donc aujourd'hui, il est question de voir est-ce qu'il faut préserver son boulot ou bien en s'abstenant de faire ce qui est interdit ou bien se permettre ce qui est interdit et faire son boulot. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que nous avons les outils nécessaires, les mécanismes qu'il faut pour vérifier les dénonciations de ces filles? Parce qu'une femme qui décide de se venger de toi peut appeler le numéro pour dire que tu l'as harcelé. Alors, comment on peut être sûr que cette dénonciation est fondée ou pas? D'ailleurs, le professeur Kokoroko l'a bien dit, que toutes ces dénonciations ne seront pas aussitôt réprimés, mais vont passer par un système de contrôle, de suivi, pour être sûr qu'il n'y a pas des allégations mensongères sur la personne. Sinon, des gens peuvent régler des comptes. Hein. Si aujourd'hui ça se passe comme ça, un professeur trop exigeant, il faut trouver un motif et puis on lui colle au dos pour le faire partir. Et si la latitude était ouverte comme ça, je vous assure que d'un instant à l'autre, vous verrez qu'il y a pénurie, une grave pénurie d'enseignants parce que beaucoup d'enseignants vont subir. Mais parce que ça va être hautement géré et avec tact, je pense que même les fausses dénonciations seront punies et ça va encourager à ce que des gens ne puissent pas, à la tête du client, porter des préjudices qui soient... Vivant que cela doit se faire, il va falloir qu'il y ait un contrôle, qu'il y ait un suivi et qu'il y ait une bonne appréciation des plaintes pour que cet état de choses... D'ailleurs, le professeur Kokoroko, ministre de l'Éducation, a dit que la sécurité de l'enseignant, en dénonçant les 1200 enseignants fictifs, il y a des médias qui se sont en pris à lui pour dire qu'il y a même des femmes en congé de maternité qui figuraient dans le truc. Aucune femme régulièrement établie dans son droit de jouissance de congé de maternité ne peut être poursuivie ou considérée comme fictive, à condition que certaines choses ne soient pas régulées et que lui, son problème, c'est d'assurer la protection et la sécurité de l'enseignant. Donc, les textes ayant prévu ces dispositions, il n'est pas question de pouvoir passer outre. Donc, si nous partons avec cette assertion que le ministre est là, d'abord pour assainir le système et pour protéger ceux qui y sont, ça veut dire que cette protection va s'étendre jusqu'à le décèlement des fausses dénonciations pour victimiser à tort les enseignants juste parce qu'ils font bien ce qu'ils doivent faire. Alors, avant cette émission, j'ai appelé certains enseignants aussi que je connais, j'ai discuté avec d'autres qui m'ont dit qu'il y a tellement de choses, comme vous l'avez dit, qu'on ne peut pas révéler sur les antennes. Est-ce que les enseignants aussi ont l'attitude de dénoncer ces filles qui les provoquent? Ben, si vous-même vous êtes dans cette situation, vous ne dénoncez pas, c'est que vous voulez vous-même en pâtir. Quand il y a des systèmes comme ça, il faut dénoncer. Donc vous encouragez les enseignants à dénoncer parce que vous êtes venus pour un travail. Et un travail de qualité se conçoit dans une ambiance bien donnée. Si quelqu'un vient entraver votre ambiance et que vous pensez que ça va tirer vers le bas, votre effort, il faudrait en parler. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a le conseil des enseignants, il y a le conseil de discipline, il y a tous ces dispositifs qui sont là et qui permettent de pouvoir rendre compte. Nous parlons de rendre compte. Il faut rendre compte et des fois même par écrit. Et quand la situation se présente sur le vif, il y a des séances de morale occasionnelles. Vous voyez, il y a un média qui m'a posé la question l'autre fois, s'agissant de ce problème-là, et il disait... qu'est-ce qu'une fille peut dire à un enseignant qui lui dit « tu me plais ». Alors je dis, si moi j'étais là, j'étais une fille et un enseignant me dit « tu me plais », je dirais merci, mais est-ce que tu pourras le dire parmi les camarades en classe, devant les camarades en classe, pour que ces camarades sachent vraiment que je te plais, et tu vas dire sur quel plan? Il ne pourra pas le dire. Ou bien il faut quand même répondre par le silence si vous ne voulez pas aller dans les discussions. Ou bien, dans autre mesure, il faudrait lui dire, bon, au fait, comme vous le dites, je serai obligé d'en parler à tous vos collègues pour dire que moi, je suis la fille qui vous plaît, ou bien je vais en parler au directeur, ou bien je vais aller dire à mes parents,
que c'est comme ça, ou bien moi-même je vais aller dire aux camarades que c'est comme ça, j'ai arrivé à arracher ton admiration. Donc, quand la personne se sentira à ce niveau, c'est elle-même qui va rétracter. Donc, il y a aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il faut encourager l'enseignement des compétences de vie courante. Quand l'enfant a les compétences de vie courante, il sait se prévenir contre les pressions des pères, les pressions des adultes. Je pense que tout ça là peut marcher. L'enseignant également a besoin de ces compétences de vie courante pour pouvoir savoir comment faire face à certaines délicatesses qui vont se présenter à lui lors de l'exercice de son travail. Je crois que jeudi, on va vous retrouver pour commencer par aborder cet aspect des choses. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette émission consacrée aux enseignants fictifs ou déserteurs. Le regard du syndicalisme, c'est avec Karitom Kofi que nous avons abordé ce sujet. Merci à vous qui nous avez suivis jusqu'ici. Restez câblés One TV. Le meilleur reste ici, puisque également réside le bonheur à chacun à tous. Très bon lundi, très bon début de semaine. Et à très bientôt sur One TV. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.